Bonjour à tous, merci d'être venus, surtout par cette chaleur. Du coup, on se retrouve en fait pour un prochain colloque de RMS. Vous verrez, donc on est toujours dans la continuité en fait de ce qu'on avait initié depuis 2016. On est parti, on a navigué un petit peu aux alentours du capital humain, de l'identité professionnelle, avec des approches donc qui étaient toujours réservées avec Rémi Navarron, qui était philosophe. Aujourd'hui, on va partir avec deux intervenants et une approche qui du coup va être différente et va être complémentaire. Le dernier colloque qui avait été organisé l'année dernière, on était vraiment parti, on s'était posé la question du capital humain au travers de l'identité professionnelle, identité au sens large, hein, parce que finalement on était parti d'infirmiers, cadres de santé, on avait du mal finalement en fait à définir le contour de ce qu'était l'identité professionnelle. Et là aujourd'hui, on va essayer d'aborder avec une vision anthropologique. Pour justement en fait avoir un apport totalement différent et pour dimensionner peut-être aussi le capital humain sous un autre paradigme qu'on peut avoir. Donc je remercie Madame Brulfer de nous accueillir, parce que du coup on le fait aujourd'hui sur l'IFAS de Bordeaux-Nord. Donc c'est vrai que ça change. La clim va s'améliorer au fur et à mesure, n'ayez point d'inquiétude. Et voilà, faut plus bouger, exactement. Et puis du coup, je vais laisser les intervenants se présenter. Alors, en fait, c'est moi qui les présente. Après, ils présenteront le sujet. Là, voilà. Alors, j'ai fait quelques petites recherches que je vous propose. Du latin, idem, identité idem, même. Il faut quand même j'ai trouvé ça intéressant. Or, chacun se sent unique, différent. Donc, identité, même, et puis moi, je suis différent des autres. Et quelque part, on cherche toujours une appartenance à un groupe. Ces trois petits jeunes, là, sont venus me dire, on arrive, on est juste diplômés de Pellegrin. Groupe, voilà, jeunes diplômés. Le groupe Croix-Rouge, enfin, voilà. Donc, on est dans un groupe, forcément. Donc, le même au départ, on se sent différent, mais on appartient à des groupes. En psychologie, je me suis dit, on va aller voir, l'identité est la conscience que l'on a de soi-même. Et on s'aperçoit qu'elle arrive très très tôt. Je viens d'être grand-mère et je vois que mon petit-fils, dès 8-9 mois, savait qui il était. Quand on lui demandait de présenter papy, mamie, maman, papa, et Adi, il s'appelle Adrien, à 9 mois. Donc moi, je ne me souvenais pas que c'était aussitôt qu'on avait conscience de qui on est. Et ça, c'est quand même assez fort parce qu'on redécouvre toujours des choses qui sont paraissent évidentes, mais bon, on ouvre toujours des portes qu'on a déjà... Voilà. Alors, l'identité et la conscience qu'on en a de soi-même, qu'on découvre très tôt, ainsi que par la reconnaissance des autres. Parce que tout seul sur une île, notre identité, on sera soi, il va nous le dire, mais il y aura quand même besoin, voilà, on a le miroir derrière. Hein, oui. Voilà. L'identité, alors ça c'est Amin Malouf qui dit ça, il a beaucoup travaillé sur l'identité, notamment dans un livre qui s'appelle Les identités meurtrières. Et il a beaucoup travaillé là-dessus. Il faut savoir que c'est un homme quand même qui a eu toute une histoire à partir de l'Égypte et du Liban. Lui, il dit l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, et c'est peut-être ça qui est intéressant, elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Et dans cette assemblée, il y a des gens qui ont commencé comme infirmiers, qui sont devenus cadres, qui ont fait des allers-retours formateurs, donc on se transforme tout le temps. Donc si son identité, son groupe, a tout le temps bougé, si on peut dire, avec des allers-retours... qui sont des choses qui sont de toute façon toujours dans une sorte de progression. Donc le même, mais pas toujours, même à l'intérieur de... Je pense que toi, tu vas développer tout ça de façon plus intelligente. Donc on vous propose aujourd'hui une approche anthropologique. Donc Patrice Courteau qui est là. Donc j'ai fait une recherche sur son titre. Donc on a dit pas ingénieur, on a dit archéologue et anthropologue de Bordeaux. On s'est mis d'accord. Alors lui, je l'ai découvert il y a longtemps, mais on en parlera tout à l'heure. Pour lui, définir l'identité d'une communauté disparue il y a plusieurs siècles n'est pas chose facile. Et vous allez voir derrière, vous avez déjà le premier slide. Et ça demande une démarche très rigoureuse. Donc, pareil, quand on va à la rencontre de quelqu'un, ça demande aussi une démarche rigoureuse pour le comprendre, le connaître et savoir ce dont il a besoin. On travaille ça tous, à différents niveaux, qu'on soit infirmier ou qu'on soit manager, on est toujours dans cette démarche rigoureuse. Alors lui, il est dessous la terre, il y a une démarche rigoureuse en allant creuser. C'est ça ? Et il va faire parler tout ce qu'il trouve sous... Il va faire parler tout ce qu'il trouve sous terre. On avait assisté à un désherbage et après un premier creusement, si on peut dire, d'une tombe vers les Aisies. Là, c'était très intéressant parce qu'à chaque fois, il a enlevé un truc au pinceau, il avait un truc à dire. C'était très long comme affaire, mais enfin, très intéressant. Donc, on prend moins de temps pour aller interroger les gens, je peux vous dire.
Dans un second temps, donc Jean-Marc, psychosociologue, infirmier et cadre de santé. Alors dans le désordre, hein. J'ai fait exprès. C'est bien l'histoire de l'identité. Et puis, homme de goût, hein. Où j'en étais. Nous définira plus précisément, alors là je ne donnerai pas d'axe, il se débrouille avec son truc, au sujet du colloque. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais remercier Martine Bernard qui est là, et lui dédier ce colloque, avec l'accord de mes deux collègues là à côté, parce que c'est grâce à elle qu'on est là devant vous, parce qu'on a monté et c'est à l'initiative de Jean-Marc, un module optionnel dans le cadre de l'ancien programme des études d'infirmiers, qui était sur l'anthropologie. C'est-à-dire on recherchait quel était le lien qui nous réunissait de tout temps à jamais, quel que soit finalement l'endroit où on est. Est-ce que je dis bien le résumé? Et Martine a permis ça. On partait une semaine aux EISI. On rencontrait l'équipe qui était autour de Patrice. On rencontrait des historiens, des archéologues, des anthropologues, des préhistoriens. Et à travers ça, on recherchait ce qui nous rassemble toujours, nous tous, en termes de groupe d'êtres humains, finalement. Et voilà, quelle représentation on avait du monde. Et je me souviens, moi, à chaque fois, je l'ai participé presque 10 ans, à chaque fois, mais tout était rebouleversé. Et hier, je remange avec lui 10 ans après, il m'aura tout foutu en l'air. Donc du coup, tout ce que je croyais, en 2-3 phrases, voilà. Donc c'est vrai que quand on lit un peu en préhistoire, à chaque fois qu'on fait une découverte, tout redevient différent de ce qu'on croyait. Donc c'est assez formidable parce que finalement, on peut s'occuper de quelqu'un un jour et puis le lendemain, tout reconstruire de façon différente. Et on se retrouve toujours dans cette démarche rigoureuse de rencontre unique. Donc je vais vous laisser la parole, mais en tout cas, merci Martine d'avoir permis cette recherche. Je n'arrête pas. Et aujourd'hui, une sorte de petite, de première étape de conclusion. Je ne sais pas si un jour on conclura. En tout cas, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je m'en vais, je laisse la parole à toi. Bon, merci Isabelle. Allez, un petit peu d'applaudissements. Donc moi, vous l'avez compris, je viens d'un milieu qui est très différent du vôtre. Donc je suis un anthropologue, mais un anthropologue qu'on peut appeler biologique. Voilà. Donc moi, je travaille sur les populations anciennes. Donc en fait, mon matériel de travail, c'est les squelettes. Voilà. Donc je suis, plus précisément, je suis entre deux disciplines, entre l'anthropologie et l'archéologie, mais je m'occupe principalement des pratiques funéraires. Donc je suis en quelque sorte un archéologue de la mort. Voilà. Donc je travaille sur les populations anciennes et les relations que ces populations avec la mort. Donc là, je vais vous amener aux Antilles. Donc comme vous l'avez remarqué, on a chauffé la salle spécialement pour vous mettre déjà dans l'ambiance. Et notamment sur une archéologie qui est relativement récente, qu'une vingtaine d'années, enfin du moins pour l'étude des cimetières, c'est l'archéologie de la période coloniale. Dans les colonies, notamment dans les Antilles, en fait, on avait différentes populations, alors peut-être avec différentes identités, donc ça sera débattu après, avec des populations d'étrangers, de marins, donc qui avaient leurs cimetières, les militaires avaient leurs cimetières, les communautés religieuses avaient leurs cimetières. Bon, les libres, il y avait trois grandes catégories de population. Il y avait les libres, qui étaient les blancs. Il y avait, à l'inverse, il y avait les nègres, qui étaient des esclaves. Nègres et esclaves, c'était synonyme. Et puis, en quelque sorte, entre les deux, on avait les affranchis. Donc, c'est des gens qui avaient acquis leur liberté, mais qui étaient on appelait ça les sans-mêlés, qui étaient en fait des métis. Voilà. Et en fait, ils avaient également leur cimetière. Voilà. Donc, quand on veut étudier cette période-là, donc on se fonde principalement à l'origine sur les archives, mais malgré que c'est une période qui est très récente, en fait, on n'a pas des archives sur tout. Et c'est même pour cette raison que l'archéologie d'époque coloniale est aussi récente. Pendant très longtemps, on disait que c'est inutile d'exploiter le sous-sol, dans la mesure où on a tellement d'archives que les archives disent tout et que l'archéologie ne va rien apporter. Donc la seule archéologie qui existait jusqu'au début des années 90, c'était en fait ce qu'on appelle l'archéologie du bâti. Donc c'était les églises, les sucreries, les maisons de maître, voilà, essentiellement ça.
Donc, par exemple, sur cette vue, on voit donc les deux îles de la Guadeloupe, la Basse-Terre et la Grande-Terre, avec des étoiles qui matérialisent l'implantation de cimetières. Ça, c'est des cimetières d'époque coloniale, quel que soit leur statut. Voilà. Ces cimetières, ils sont principalement localisés sur le littoral. On en connaît très peu à l'intérieur des terres, parce que simplement à l'intérieur des terres, c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Les cimetières littoraux, en fait, on les repère non pas par des études d'archives, mais en fait par ce qu'on appelle les prospections. C'est-à-dire que c'est des cimetières qui sont menacés de destruction par l'érosion marine. Et en fait, sur les plages, on trouve quoi? On va trouver des vestiges, notamment des os humains qui vont traîner. Et on sait qu'ici, il y avait des sépultures. Donc moi, je vais vous parler plus précisément du cimetière de l'Anse-Sainte-Marguerite, qui se situe au nord de la ville du Moule, là, en Grande-Terre. Mais avant cela, je vais vous présenter, par exemple, ce qu'on peut trouver lorsqu'on fait des fouilles. Ça, c'est un cimetière où il y avait des archives. C'est un cimetière d'hôpital. C'est le cimetière de l'hôpital de la Charité à Basse-Terre, où ont été mis en évidence des grandes densités d'individus. Là, vous voyez, sur 100 mètres carrés, il y a les vestiges de 110 individus qui ont été exhumés, principalement des adultes, et parmi ces adultes, principalement des sujets masculins, des hommes. Donc on voit une disposition qui est relativement, c'est le moins qu'on puisse dire, relativement anarchique. C'est-à-dire que là, en ville, de toute façon, d'une manière générale, quand on est en milieu urbain, en fait, pour gérer les cimetières, en fait, on détruit les tombes, on détruit les tombes préexistantes, ou alors on comble, on fait des remblais, donc on fait en fait, en quelque sorte, des cimetières à étages. Voilà. Donc on a souvent beaucoup de désordre dans les cimetières urbains, en raison justement du manque de place. On voyait un petit peu, en plus, on a des orientations qui sont très différentes, très aléatoires, et ce qui a permis aussi de caractériser, par exemple, là on a deux individus qui ont été inhumés tête bêche, en fait dans une même sépulture, mais en même temps. C'est-à-dire que ces deux, comme les squelettes sont en connexion, bon, c'est tout un tas d'observations qu'on fait sur le terrain, sur la disposition des différents éléments osseux, qui permettent dans ce cas-là de dire que les deux sujets ont été déposés au même moment. C'est une fosse, voilà, donc ils sont sûrement décédés peut-être le même jour ou peut-être un jour d'intervalle. Voilà. C'est le cas aussi pour ce qu'on voit sur le dessin de droite. Alors donc là maintenant je vais vous parler des cimetières d'esclaves, parce que les cimetières d'esclaves, eux par contre, on a très peu d'archives. On a des archives pour les cimetières urbains, les grands cimetières qu'on appelait les cimetières des nègres, donc qui étaient dans les grandes villes, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, en Guadeloupe par exemple, Saint-François également. Après pour les cimetières ruraux, on a très peu d'archives. Alors toute la vie des Noirs était réglée par le Code noir. Bon, c'était un code qui était édité sous Colbert en 1665 exactement, et en fait qui définissait que le noir était un bien mobilier, etc. Donc tout le traitement. Et il y avait plusieurs articles, là j'en ai repris qu'un, qui disaient par exemple que tous les esclaves devaient être baptisés à leur arrivée dans les îles. Donc les esclaves normalement étaient baptisés. En ce qui concerne leurs conditions de mort, en fait il y avait qu'un article où en fait les maîtres étaient tenus de faire inhumer en Terre Sainte les esclaves, et pour ceux qui n'étaient pas baptisés, plus ou moins de les abandonner ou de les déposer dans un champ voisin proche de leur lieu de décès. Toujours est-il que d'après les études historiques, ce que l'on sait, c'est que donc on a des cimetières urbains qui regroupaient que des esclaves. À l'intérieur des plantations, donc en milieu rural, chaque plantation normalement avait un cimetière pour les esclaves de la plantation, et parfois également un cimetière pour les maîtres. Alors les maîtres, ils pouvaient être inhumés soit dans le cimetière de plantation, soit dans le cimetière paroissial. Voilà. Et en fait, les fouilles archéologiques qu'on a menées depuis une vingtaine d'années montrent qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, il y a des choses qui sont beaucoup moins nettes. Donc là, par exemple, on a la seule illustration qui est donnée comme étant un cimetière d'esclaves avec des inhumations, c'est celle-ci, mais en fait, quand on regarde de plus près, on voit que c'est pas du tout le cas. On voit en fait des noirs, donc probablement des esclaves, en fait, qui inhument plusieurs individus libres, blancs, ici, et probablement, on voit ici quelqu'un qui va être inhumé, on voit des inhumations multiples, et ça, c'est plutôt à mettre en relation avec une cause d'épidémie. Donc il y a des épidémies, choléra, fièvre jaune, principalement, variole et tuberculose.
Donc en fait, il y a une vingtaine d'années, on a lancé même un gros projet pour fouiller les cimetières d'esclaves, parce qu'on ne l'avait jamais fouillé vraiment auparavant. C'était pour répondre à deux objectifs. Les objectifs étaient archéologiques, pour travailler sur les pratiques funéraires. La question, c'était les esclaves, malgré qu'ils soient baptisés, est-ce que la pratique chrétienne était respectée, ou peut-on déceler des subsistances de pratiques d'origine africaine? L'autre aspect, c'était l'aspect biologique, c'était pour travailler, donc en fait c'était recueillir un nombre suffisant de squelettes pour pouvoir travailler après sur les aspects relatifs à l'état sanitaire des individus. Donc là on s'était fixé un objectif, en fait d'exhumer environ les vestiges de 200 sujets. Voilà. Et puis également travailler sur d'autres aspects en relation avec l'origine de la population et les marqueurs d'activité qui ont pu laisser des traces sur les squelettes. Bon, il faut savoir que, bon, d'une manière générale, bon, il y a peu d'atteintes pathologiques qui laissent des traces sur les squelettes. Mais il y en a quand même quelques-unes. Donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, sur le cimetière, hop, on va le voir ici. Bon, ça c'est le cimetière je vous montre où il se situe. Donc sur le littoral, au nord de la ville du Moule. Bon, la Grande Terre, c'est une île calcaire, c'est pas une île volcanique, et cette île est destinée essentiellement à la culture de la canne à sucre. Donc, culture de la canne à sucre signifie beaucoup d'esclaves. La culture de la canne nécessite vraiment beaucoup de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est la vue du cimetière. Donc, c'est un cimetière qui n'était pas connu, hein. C'est un cimetière qu'on a fait en prospectant, ou des ossements qui traînaient sur la plage. Bon, j'ai dit, il y a sûrement un cimetière, bon, il y a un site amérindien, mais en dehors du site amérindien, il y avait des clous qui traînaient, donc les Amérindiens ne connaissaient pas le faire. Donc, c'est peut-être un cimetière de période coloniale. Vu la localisation sur un endroit totalement marginal, sur une plage, donc on a fait des sondages, ce qu'on appelle un diagnostic, et on a mis en évidence un cimetière qui, probablement, à l'origine, contenait environ, en tout cas plusieurs centaines de sépultures, ça c'est sûr, mais probablement pas loin d'un millier. Bon, dans l'état actuel, bon, c'est aussi une des raisons qui nous a conduit à mener cette opération, c'était que ce site avait été en grande partie détruit, parce que dans les années 70, on récupérait du sable pour faire les autoroutes, les aéroports, et le sable dans les îles, on l'a sur les plages. Donc on allait sur les plages, par exemple ici tout le chemin côtier, ici, bon, c'est un chemin qui a été aménagé, donc toute la partie littorale de la dune a complètement été détruite. Donc en arrière, on voit une partie qui est végétalisée ici, et en fait c'est ici qu'on a concentré nos efforts. Donc on a fouillé pendant plusieurs années, on a exhumé les vestiges de pas loin de 300 individus, on a fait des fouilles dans deux secteurs, dans le secteur ici qui est le secteur nord, tout ça c'était détruit, hein. Toute la partie ici était détruite, donc on s'est concentré sur cette partie-là, le secteur nord qui était 19e siècle, et un secteur un peu plus au sud ici, qui était fin 18e. Donc voilà comment ça se présente, hein. Donc on arrive sur la plage, on prend une pelle mécanique, on enlève tout ce qui est végétal. Donc il n'y a strictement rien en surface, en fait, qui indique la présence d'un cimetière. Il n'y a que du sable. Bon, ça c'est une vue de la fouille, donc bon voilà, vous voyez, on creuse, donc on creuse pas n'importe où, on creuse dans les limites de creusement, on arrive à les voir. Donc quand on les voit, parce qu'on les voit pas en plein soleil, on les voit pas, on les voit que le matin très tôt, au soir, avant le coucher du soleil. Donc on matérialise les creusements avec des pierres. Donc les pierres que vous voyez en surface, c'est des pierres que nous on dispose pour matérialiser les creusements. Et ensuite on creuse à l'intérieur de ces creusements pour tomber sur des tombes. Donc là on est sur des sépultures. À gauche on a une, bon c'est une sépulture simple avec un individu. On voit ici des traces de cercueil par les clous qui sont encore conservés. Donc voilà, donc c'est une sépulture qui est orientée est-ouest, avec la tête à l'ouest. Ça, c'est la pratique chrétienne. On a des sépultures qui sont un peu plus compliquées, avec des reprises de sépultures plus anciennes. Ici, donc, il y avait un adulte. Une sépulture d'enfant qui est venue, en quelque sorte, recouper la partie haute de l'adulte. Et le crâne de l'adulte a été repris pour être déposé au-dessus de la sépulture de l'enfant. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qu'on observe quand on fait des fouilles. Après, pour l'interpréter, c'est difficile. On peut se demander... je me rappelle, c'était justement lorsqu'on avait fait une présentation dans le cadre du module, il y avait un des élèves infirmiers qui était antillais, et en fait il a dit, mais est-ce que c'est pas une protection? Est-ce qu'on n'a pas déposé le
crâne de l'adulte au-dessus de la sépulture de l'enfant pour en quelque sorte protéger l'enfant dans l'au-delà. Bon, c'est une question qui est loin d'être idiote, mais après pour y répondre, pour nous, on n'a pas les arguments. Bon là, vous voyez, bon là c'est une sépulture qui est différente, avec une sépulture qui est venue s'implanter sur une sépulture préexistante, et les os du sujet précédent ont été disposés de part et d'autre du nouvel arrivant, en quelque sorte. Donc ça, c'est une image de l'organisation d'un cimetière de type tout à fait paroissial. On n'a pas mis en évidence de subsistance de pratiques africaines. Ça, c'est dans la partie 19e siècle. Donc avec les sépultures installées est-ouest et puis la tête disposée à l'ouest. Cette image est très différente de la vision 18e, donc le secteur plus au sud, où là, on a, pour le secteur ici, le secteur 19e, pardon, on a l'utilisation quasi systématique d'un cercueil. Pour les sépultures 18e, on a moins de 50% d'utilisation de cercueil. Et on a des dispositions qui sont beaucoup plus anarchiques. Alors toujours est-il qu'au départ, en l'absence d'archives, quand on a commencé à se fouiller ce cimetière-là, ben moi je l'appelais un cimetière d'époque coloniale. Pourquoi? Quelle était la population inhumée? Quelle était l'identité de la population inhumée? Alors pour ça, on a pu récolter quelques indications. Bon là par exemple, ça va vous voyez mieux à l'écran que sur l'ordinateur. Bon là par exemple, on a une sépulture d'un sujet, en fait, qui était déposée avec une pipe. Bon, c'est des pipes qu'on voit au 19e, on appelle ça des pipes hollandaises. Hein, les premières étaient fabriquées en Hollande. Bon, ça ne marque pas l'origine de la population, encore moins son identité. Par contre, ce qui peut marquer son identité, c'est ici, on voit des dents qui sont épointées. Il y a des mutilations dentaires. Donc ça, c'est des pratiques qui étaient utilisées en Afrique occidentale, mais qui étaient totalement interdites pour les esclaves une fois qu'ils étaient arrivés dans les colonies. Donc ce sujet-là, on peut supposer que c'est un Africain, que les esclaves n'étaient pas tous africains, il y a aussi des créoles après, hein. Donc qu'il était né en Afrique, qu'il y avait vécu jusqu'au moins jusqu'à l'adolescence, et qu'il avait été déporté après son adolescence. Alors curieusement, mais bon voilà, on avait quelques marques d'appartenance religieuse. Ici on a un chapelet hein, qui est déposé au niveau d'une main. Donc ça c'est une pratique chrétienne, voilà. Bon, c'est curieux ici, on a une petite médaille d'une Sainte Marie. Alors ça c'est assez... Parce qu'en fait le problème c'est que pour dater, c'est une période aussi récente, on a très peu d'éléments. Pour dater les tombes anciennes, on a soit le mobilier qui est associé au squelette, mais là évidemment il n'y en avait quasiment pas. Ensuite on peut utiliser le carbone 14, mais pas pour des périodes aussi récentes. 17e, 18e, 19e, ça ne fonctionne pas. Trop récent. Le seul élément vraiment datant qu'on a eu, c'est cette médaille qui était datée sur Sainte-Marie, qui était datée de 1850. Donc celle-ci, on sait que la sépulture était de 1850. Alors, ça pose un problème, notamment aux neurohistoriens, parce que c'est après l'abolition de l'esclavage qu'intervenu en 1848. Donc ça veut dire qu'après l'abolition de l'esclavage, les cimetières n'ont pas été totalement abandonnés, du moins pas tout de suite. Voilà. Là, là j'ai regroupé deux exemples de mutilation dentaire. Bon, ça c'est celle, donc c'est pas celle qu'il y avait sur le terrain tout à l'heure, ce sont les deux autres. Là, on a des dents supérieures qui sont taillées en pointe, les incisives. Et ici, c'est un autre type de mutilation dentaire, ça concerne plutôt les dents inférieures. Ici, on a les 4 incisives taillées en pointe. Donc, pareil que tout à l'heure, individu africain déporté après son adolescence. Je vais enlever, ça c'est la même. Donc en fait, on fait les fouilles, on dégage les squelettes, ensuite on les prélève. Donc voilà, on voit Dominique Gambier, là, je pense que vous le reconnaissez, c'est Dominique, voilà, qui participe au module, voilà. Donc on se met à 4 ou 5, on démonte le squelette, on prend tout un tas d'observations. Donc là, on a des fiches, on a des trucs, on conditionne, après on sépare le squelette par segments squelettiques. Ensuite, on l'étudie. Alors, pour étudier l'état sanitaire, par exemple, ce qu'on a mis en évidence, c'est des atteintes tuberculeuses. Des atteintes tuberculeuses. Voilà. Alors, la tuberculose, la principale, la plus fréquente, c'est la tuberculose pulmonaire, qui, elle, ne laisse pas de traces au niveau osseuse. Néanmoins, il y a quelquefois quelques manifestations osseuses de la tuberculose, mais qui concernent au maximum que 5 à 7% des individus. Voilà. Nous, dans toute la collection qu'on a constituée,
il y a une prévalence, enfin, ou une fréquence, mais nous on appelle ça plutôt prévalence, enfin, bref, une fréquence de la tuberculose osseuse qui est de 7,5%, donc qui touche 7,5% des individus. Donc si on extrapole, ça veut dire que tous les sujets étaient tuberculeux. Donc là, on a vraiment un indicateur de conditions de vie vraiment déplorables, parce que la tuberculose se propage avec des problèmes de nutrition, de promiscuité, conditions sanitaires également déplorables. Voilà. Alors ça, c'est assez curieux, parce que dans les quelques écrits qu'on a de médecins de l'époque, bon alors à l'époque on appelait ça la phtisie, en fait ils parlent très peu de la tuberculose. Par contre, ils sont très marqués par des maladies d'origine africaine. Ça, c'est le pian, voilà, ou les pians, bon, c'est une maladie à tréponème, mais qui n'est pas, c'est pas une maladie vénérienne, c'est une maladie dermatologique, voilà, et qui laisse des traces osseuses. Ici, on voit un tibia, ce qu'on appelle en forme de lame de sabre. Ici, la partie est très galbée, voilà. On voit ici la position périostée. On a d'autres signes, alors pour définir l'état sanitaire, bon, j'ai mis que quelques exemples. Hein. Ça, c'est les hypoplasies linéaires de l'émail dentaire, donc en fait, c'est des anomalies de formation de l'émail dentaire qui sont liées à ce qu'on appelle, ce sont des stress non spécifiques. En fait, on ne sait pas vraiment à quoi c'est lié. Est-ce que c'est des problèmes de malnutrition? Est-ce que c'est des problèmes de maladie? Est-ce que ça peut être également des problèmes de stress psychologique ou de conditions de vie beaucoup plus générales? Dans la littérature, quand même, il y a beaucoup d'auteurs qui mettent ça en relation avec des problèmes de mauvaise nutrition, de malnutrition. Sur la même. Bon, au niveau des traumatismes, alors, on a très peu de traumatismes osseux, on a très peu de fractures, enfin on en a très peu. Disons qu'on n'en a pas plus que dans une population libre. Là, on en a environ 6%, mais on a quelques cas, on a 2 cas, là, j'en ai mis un, par exemple, ici, on a une amputation du gros orteil. Alors, l'amputation du gros orteil, bon, au niveau du gros orteil, ça sert le long flexisseur de la luxe, bon, si on ne l'a pas, si on coupe le gros orteil, on coupe le tendon de ce muscle, et après on ne peut plus courir. Donc en général, c'était une punition qui était infligée aux marrons, donc aux esclaves qui essayaient de s'enfuir. Donc en fait, quand on prend tout un tas de critères pour déterminer l'identité, alors les critères qu'on a, il y a des critères de contexte. Donc on a un ensemble funéraire nombreux, bon, avec plusieurs centaines d'individus, qui est disposé, implanté sur une plage. Donc c'est un lieu qui est inculte à la culture, qui est loin d'un lieu de culte. L'église la plus proche la situe sur le plateau à quelques kilomètres. Donc ce caractère éloigné d'un lieu de culte, et si on ajoute les caractères, alors on a également des caractères morphologiques au niveau de la morphologie crânienne, on a une morphologie qui s'accorde parfaitement avec celle que l'on rencontre en Afrique occidentale, plus les conditions de vie déplorables qu'on a pu mettre en évidence à partir de l'étude des squelettes. En fait, tous ces indices nous ont conduit, bon, il y a déjà longtemps, bon, assez rapidement, au bout de 3 années de fouilles, à dire qu'en fait, nous avions affaire à des esclaves. Donc, en fait, l'identité, en fait, on a pu la déterminer, en fait, en intégrant, en fait, des paramètres qui sont archéologiques, culturels, également les marqueurs de mutilation dentaire et des caractères biologiques. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, bon, c'est pas très étonnant, c'est que, bon, à cette période-là, entre 80 et 90% de la population étaient des esclaves, dans cet endroit de la Grande Terre où il y avait beaucoup de cultures de canne à sucre. Et le cimetière qu'on a mis en évidence, on ne peut pas le rattacher uniquement à une plantation, parce que les plantations faisaient environ une trentaine d'hectares en moyenne, donc il faut imaginer les défunts de plusieurs plantations. Alors ça, c'est intéressant, parce que quand on a interrogé les historiens là-dessus, bon, là par contre, ils n'ont pas de documents, ils bloquent un peu. Voilà, ils connaissent simplement, bon, ce que je vous ai dit au départ, cimetière urbain, cimetière de plantation. Donc voilà ce que j'ai fait assez rapidement, je pense, une vingtaine de minutes. Hein? Ah bah après, bon, je peux en parler assez longtemps de ça, hein, voilà.
Voilà, mais c'est vrai qu'après, bon, c'est-à-dire que quand on fait alors cette identité, bon, là, on travaillait sur les cimetières d'esclaves, mais on a eu le cas, par exemple, sur un autre cimetière qui a été fouillé il y a un peu moins, il y a une dizaine d'années à peu près. En fait, c'est un cimetière qui est situé donc à côté de Basse-Terre. Donc il y avait des archives, donc il y avait un couvent, c'était un couvent de dominicains. Bon, les dominicains, ils avaient leurs esclaves aussi. Donc il y avait un cimetière sûrement d'esclaves qui était sur l'emprise du terrain des dominicains. Et il y avait également une mention qui parlait du déménagement d'un cimetière militaire, à peu près dans ce secteur-là. Donc il y a une fouille qui a été réalisée, et donc toujours avec cette interrogation, est-ce que c'est un cimetière d'esclaves du couvent des dominicains, ou est-ce que c'est un cimetière militaire? Et en fait, là, c'est le recrutement, ce qu'on appelle le recrutement. Le recrutement, c'est la composition par âge et par sexe. Et dans ce cimetière, il a été mis au jour principalement des adultes, masculins et relativement jeunes. Et donc certains avaient, bon, il y avait quelques cas d'amputation, par exemple. Voilà. Donc ce qui nous a permis d'orienter plutôt l'interprétation sur un cimetière militaire plus que sur le cimetière d'esclaves. Dans le cimetière d'esclaves, ici, bon, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait même des petits, il y avait des sujets périnatales, voilà. Donc il y avait une composition, une population, on va dire un peu, en quelque sorte, comme une population naturelle. Bon, en fait, ça correspondait à des rites de passage. Hein, on faisait ça à l'adolescence. Bon, les dents, elles sont sorties, pour celles-ci concernées, elles sont matures vers une douzaine d'années. Donc, c'était des rites de passage dans les populations africaines. Donc, il y avait beaucoup de populations africaines qui faisaient ça, pas toujours pour la même raison, et c'était pas toujours les mêmes dents qui étaient concernées, et pas de la même manière. Voilà. Mais ça correspondait à des rites de passage. Alors, donc Patrice, pour aller sur un autre versant maintenant, puisque nous, on va se situer davantage sur la dimension qui... alors on dit anthropologique, mais donc cette approche anthropologique, elle a pour particularité de pouvoir, on pourrait dire, faire une forme de synthèse très rapide, pas du tout exhaustive, sur des éléments qui sont à la fois d'ordre psychologique, psychosociologique, anthropologie culturelle, sociale. Donc voilà, des éléments et où c'est beaucoup plus complexe qu'au niveau de l'os, qui a pu marquer certains éléments que tu nous as exposés, puisque effectivement c'est quelque chose, on va le voir, qui est mouvant, qui est une co-construction. Hein. Alors, Isabelle, en préambule, a bien noté la dimension le sens littéral, hein, d'identité, qui est l'idée du même, hein, au départ. Voilà. Et alors toute la complexité, vous allez voir, on va essayer de faire des allers-retours entre l'individu, ses transformations, et les influences ou les impacts des groupes, hein, dans lesquels des groupes que l'on traverse ou qui gravitent autour de nous. Voilà. Alors, j'ai pas d'image, hein. Pas différent. Donc il y a plus d'écrits, on est plus dans la parole aussi, hein, donc on va l'utiliser. Voilà. Alors, bon, globalement, c'est un terme polysémique, hein, l'identité. C'est vrai qu'on la définit plus facilement d'un point de vue personnel, la carte d'identité. Hein, on oublie, sauf les professionnels de santé, qu'on va parler également de troubles identitaires, hein, toutes les notions qu'on peut retrouver sur des psychoses, par exemple, hein, en psychiatrie, l'identité du genre, hein, c'est-à-dire je suis une femme, un homme, qu'est-ce qui va me définir, comment je peux intégrer ce genre, hein, voilà.
comment je peux éventuellement même changer de genre aujourd'hui, donc changer d'identité, par exemple. Et voilà. Mais vu que la demande, elle était aussi sur la dimension de l'identité professionnelle, même si on va s'y attarder, bien entendu, il est quand même important de pouvoir redéfinir succinctement ce qu'on appelle par identité personnelle, puisque l'identité personnelle, c'est d'abord, ce qu'a dit Isabelle en parlant de son petit-fils, c'est moi, au départ. Nous commençons et nous pouvons probablement être sur cette dimension identitaire, parce qu'au départ, nous sommes des êtres égoïstes et égocentriques. Voilà. Et heureusement, je rajoute. C'est-à-dire que c'est parce que nous avons cette dimension cognitive en nous que on peut se nommer. Voilà. Et dans l'identité, des petits rappels sur des cours pour ceux qui étaient sur les soins, on commence... l'identité apparaîtrait, on reste au conditionnel, avec l'apparition du « je ». Et c'est René Smith, ceux qui sont intéressés, qui a travaillé sur cette dimension. Et le « je », ça fait partie justement de l'intégration de la personnalité, on dit, de l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive à se nommer et à dire « je », donc à se différencier d'un groupe qui est peut-être anonyme pour lui, on a le premier, on va dire, intégrateur psychique, et surtout, ça permet de montrer un début de structuration psychique. Voilà. Ça, c'est super important, parce que s'il n'y a pas ça, cette base-là, l'identité, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle va vraiment être présente? Est-ce que ça sera parcellaire? Voilà. Et ce n'est qu'après, quand j'ai pu me définir mon identité, que c'est ça qui est assez fascinant chez les humains, c'est qu'on va pouvoir investir finalement plusieurs formes d'identité, sans jamais, normalement, abandonner son identité de base. Voilà. Celle qui nous caractérise, véritablement. Donc c'est très complexe, parce que les individus que nous sommes, nous agissons par des phénomènes de mimétisme, par des phénomènes d'identification. Et donc, on va évoquer dans ces phénomènes identificatoires des éléments incontournables pour investir une identité professionnelle. Alors, vous avez vu sur la diapo, on parle, Bourdieu a travaillé là-dessus, sur le concept de l'habitus, et puis également de l'habitus professionnel, puisque en fait cette notion d'habitus professionnel, c'est une construction, et elle va, on va le voir en suivant, être dépendante de tout un tas de phénomènes psychiques, dont celui que l'on connaît plus ou moins, mais qui s'appelle l'identification. Voilà. Alors l'identification, des exemples concrets, c'est lorsque on est étudiant, aide-soignant, infirmier, par exemple, mais si on est stagiaire, par exemple dans un magasin, dans une banque, dans un garage, sur une dimension culturelle, par exemple, on va rechercher des pairs, les pairs PAIRS, c'est-à-dire des personnes que je vais pouvoir investir. Alors, ça se faisait de façon plus ou moins informelle, et ça a pu par exemple se formaliser aujourd'hui avec les notions de tutorat, par exemple sur les lieux, les terrains de stage. Voilà. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, on formalise quelque chose qui se faisait à peu près spontanément, normalement. C'est-à-dire que je prends quelqu'un qui me paraît être une personne ressource dans le groupe que je ne connais pas encore, et cette personne ressource, je vais l'observer, et dans cette observation, il y a des trucs qui vont me plaire, d'autres beaucoup moins, mais il n'empêche que je vais devoir prendre certains éléments pour un moment être accepté.
Voilà. Alors le début de l'identité professionnelle pourrait, je reste au conditionnel, commencer avec cette dimension-là, l'identification. On peut rajouter, c'est la même identification qui se passe pour l'enfant envers les parents. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, ces personnes qui gravitent autour ont nécessairement des influences et l'enfant peut en être dépendant et il va chercher à ressembler ou l'inverse, à surtout ne pas ressembler et rejeter. On peut avoir exactement la même dimension au niveau de la comment dire, le fait d'être dans cette volonté d'appréhender des éléments et d'être dans cette forme d'interaction. Voilà. Alors on parle également de reproduction sociale, puisque dans les phénomènes autour de l'idée d'acquérir, d'être influencé, de prendre des choses pour les faire siennes, sont des éléments que l'on hérite, finalement, on pourrait dire. Cette dimension-là, elle est importante parce que c'est ensuite une forme de bagage, enfin quelque chose qu'on va garder. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça peut venir carrément cohabiter avec l'identité de base, personnelle. Et ce qui nous fait dire un petit peu ça, c'est la capacité, à un moment, quand il y a des petits tests qui sont intéressants, comme ça, quand on demande aux gens de se présenter, c'est le test du qui suis-je, c'est voilà, dites-nous en quelques mots, voilà, qui êtes-vous, voilà. Et si on fait une étude statistique, on se rend compte qu'en fait, tout le monde va se présenter d'abord avec des caractéristiques liées à l'identité professionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit rapidement, je m'appelle, mais des fois, on peut passer au-delà de ça et dire, je suis. C'est-à-dire que on devrait dire normalement, je travaille en tant que. Mais ouais, même les anthropologues se font avoir et disent, je suis anthropologue. Mais non, comme moi, je ne suis pas psychologue, je travaille en tant que psychologue. Mais par contre, le fait de dire je suis, c'est finalement une forme d'intégration, presque dans notre carte d'identité, de caractéristiques professionnelles. Et cette dimension, elle est très intéressante parce que en fait, c'est ce qui va venir. Tout à l'heure, Isabelle a parlé de groupe, et tout ça. Ben, effectivement, dans un grand groupe, l'identité professionnelle, à un moment ou à un autre, va caractériser des groupes plus restreints. Et on va aller vers des éléments et des personnes que l'on connaît. Voilà. Que l'on connaît, ou que l'on croit connaître, parce que elles font, ou elles ont la même identité professionnelle que nous, dans un premier temps. Alors c'est des choses que l'on retrouve, qui sont extrêmement intéressantes, et qui montrent, là encore, ce processus d'interaction qu'il y a entre les individus, et la capacité, tout d'un coup, d'être reconnu. Alors, cette dimension-là, on la sous-estime peut-être un peu, mais si j'arrive à me caractériser en tant que personne, puis à travers une activité professionnelle, par exemple, à ce moment-là, j'existe. Et à ce moment-là, je sors de l'anonymat dans lequel je suis, normalement, dans le groupe. Voilà. Donc, ce sont tous ces éléments-là. Et alors, vous comprenez mieux là que l'identification, dans ces cas-là, elle peut être encore plus rapide. Parce que si on a le même métier, eh ben, ça y est, on se connaît déjà, quoi. On connaît les éléments qui sont complexes, dans ce qu'il faut contourner, la difficulté, et ainsi de suite. Donc, voilà c'est des premiers éléments autour de l'identité professionnelle. Et donc, on va dire, l'idée, c'est que la culture et l'habitus professionnel, voilà, va regrouper tout un tas d'éléments. Alors, pour refaire le lien
avec ce qui nous avait réunis, avec Patrice, Martine et consorts, c'était l'idée, si vous vous souvenez bien, on avait travaillé sur, pour les infirmières et infirmiers, le besoin d'agir selon ses valeurs et ses croyances. Très intéressant ce besoin sous-exploité, hein, en règle générale, mais quand on parle d'identité professionnelle, mais pas que, hein, mais dans l'identité professionnelle, c'est comme si donc on allait partager les mêmes valeurs. Et donc ces valeurs, on les connaît pas d'emblée. Mais parce qu'on va nommer tel ou tel métier, on suppose qu'à tel métier, telle identité professionnelle se raccorde certaines valeurs et certaines croyances, hein, en plus. Et donc, c'est là où on va avoir un groupe qui pourrait être homogène, et c'est là aussi où on peut parler de culture de métier, hein, c'est-à-dire véritablement un groupe qui se reconnaît parce qu'il partage un moment, mais de façon assez durable quand même, des valeurs communes. Voilà. S'il n'y a pas ça, ça peut devenir un petit peu compliqué, la mise en place de ce fameux, de cette identité professionnelle. Et dans l'identité professionnelle, ça c'est ce qu'on a vu en psychologie sociale plutôt, c'est que les groupes qui vont rester de façon durable, c'est que effectivement, ils ont tendance à partager des valeurs communes, et on va créer dans ce grand groupe de mêmes professionnels des sous-groupes avec des personnes qui, pour le coup, ne partageraient peut-être pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc dans ces cas-là, le groupe qui était au départ plutôt assez vaste se scinde en petits sous-groupes, où là, si on va chercher un petit peu, si on fait des études statistiques par exemple, on va voir que on traverse à peu près les mêmes étapes et on recherche à peu près les mêmes valeurs. Voilà. Alors, donc on ne revient pas sur ce qu'avait dit Isabelle. Par contre, un élément sur lequel c'est un vrai paradoxe en fait, on pourrait dire. Le fait de rechercher pour exister la différence nous oblige malgré tout à aller vers ce qui est similaire. Et c'est parce que on va être dans ce groupe similaire qu'à un moment je vais chercher à pouvoir essayer de m'en extraire un petit peu, mais en tout cas d'être sur quelque chose où même si on est tous à peu près pareils, même si on partage tous le même travail, je vais quand même essayer d'être singulier. Voilà. Donc dans l'identité professionnelle en tout cas, il y a toujours cette recherche qui est paradoxale, à savoir le groupe, la similitude, d'accord, et en même temps le singulier. Et donc pour ça, on a plusieurs leviers. Il y a des leviers, ça peut être des responsabilités au sein de tel groupe, ou l'inverse, ne surtout pas prendre de responsabilités. Vous voyez, investir tel axe plutôt que tel autre, et être reconnu ensuite, tout en étant dans ce même groupe, en tant que singulier, parce que je vais maîtriser un peu plus telle dimension ou telle autre. Et ensuite, le travail psychique se fera, c'est-à-dire que le groupe au départ n'aura plus besoin de rechercher toujours qui est qui fait quoi, puisque on aura intégré dans cette similitude la singularité de nos collègues. Voilà, hein, vous voyez, c'est un phénomène assez fascinant. Vous avez la même chose. Alors là, on est sur la dimension professionnelle, mais on peut faire des transpositions sur le sport, sur même des activités culturelles, créatrices et ainsi de suite. C'est-à-dire, à un moment, si on fait tous la même chose, c'est intéressant parce qu'on n'a pas l'impression d'être seul ou anonyme, mais pour autant, il faut quand même qu'on me reconnaisse là-dedans. Sinon, le groupe devient aliénant. Vous voyez, et la profession devient aliénante. Si je n'arrive pas à un moment ou à un autre à sortir son épingle du jeu, c'est rechercher cette singularité-là. D'accord ? Voilà. Alors, le concept d'identité professionnelle,
vous met là, bon, ça renvoie à trois éléments. C'est des choses qu'on sait hein, déjà plus ou moins. Hein. C'est-à-dire, dans un premier temps, la dimension du travail, la dimension professionnelle, on recherche toujours du sens. Ouais, c'est-à-dire que ce qu'on a pu voir, c'est que c'est quand même assez compliqué à un moment pour un individu de rester de façon durable à un endroit s'il n'y met plus de sens. Voilà. Et alors ce sens, c'est très très subtil, c'est très subjectif, et tous les collègues hein, d'un même groupe, si on les interroge individuellement, ils ne donnent pas du tout le même sens à leur travail. Je dis bien si on les interroge individuellement. Si vous interrogez de façon collective, vous aurez ce qu'on appelle des moyennisations, c'est-à-dire que on va attendre que le singulier donne un premier avis et les autres vont rapidement suivre. Ça ne veut pas dire qu'il parle vraiment du sens personnel qu'il donne, d'accord ? Mais en tout cas, c'est le premier axe qui va nous définir. C'est très important. Ça veut dire que des fois, il y a des personnes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont jeunes dans telle ou telle profession et qui ne restent pas longtemps. Là, on peut vraiment se poser la question du sens qu'ils ont mis un moment pour investir ce travail, hein, ce métier. Et inversement, des fois, on peut se dire, moi, j'ai donné tel sens à mon travail, je pense rester peut-être X temps dans ce lieu, mettons 5-6 ans, et là, je vois quelqu'un qui est toujours au même endroit 30 ans après. Fascinant, là. Quel est le sens qu'on peut donner quand je reste 6 ans, 5-6 ans, ou 30 ans ? En trouvant de l'épanouissement, et ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez, c'est très subtil, très personnel, hein, subjectif en même temps. Voilà. Après, ce qu'on vous dit sur le deuxième axe, les relations de travail. Alors, là, sur ces dimensions-là, en psychologie sociale, on a plutôt des éléments intéressants. Ça peut commencer, par exemple, sur tout ce qu'on appelle la dynamique de groupe. D'accord ? Donc, l'identité professionnelle va passer également par cette dynamique de groupe. C'est ce qui fait que vous avez pu voir, si ça vous a intéressé ou si vous avez pu participer à quelques cours sur la dynamique de groupe, par exemple, on évoque tout d'un coup dans le groupe des singularités, le leader, hein, le bouc émissaire. C'est des personnes qui tout d'un coup se singularisent au sein d'un même groupe et de pairs, hein, de gens similaires. Hein, voilà. Et cette dimension de dynamique groupale, vous pouvez avoir là tout d'un coup un groupe, une identité professionnelle d'un groupe qui ressort parce que ils auraient mis en commun tout un tas de choses et ils se reconnaîtraient en tant que groupe spécifique. Alors, par exemple, dans les services, ça pourrait être les équipes mobiles. Vous savez, hein, équipes mobiles, soins palliatifs, équipes mobiles, gériatrie, ainsi de suite. Ben là, tout d'un coup, on a des personnes qui, dans le grand groupe, sont un vrai sous-groupe qui peut traverser tous les groupes, mais qui gardent leur identité et pour laquelle on les appelle d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais vous allez avoir la même chose, par exemple, sur des spécificités. Des gens qui, un petit groupe à un moment qui a trouvé une façon d'agir sur un matériau, sur une façon de faire, et que tout d'un coup, ils vont traverser tous les groupes parce que ce qu'ils ont créé, ça vient parler au plus grand nombre et on va tenter de les utiliser. Voilà. Voilà. Et alors, le troisième élément, alors là, on est carrément à l'inverse de ce que faisait Patrice, parce que toi, tu es sur le passé. Et là, dans cette dernière dimension, on est sur l'avenir, la projection. Voilà. Alors là aussi, c'est très intéressant. On s'attarde un tout petit instant autour de la psychiatrie, par exemple. Une des grandes difficultés dans la dimension psychotique, pour ceux qui maîtrisent un petit peu cette dimension-là, c'est la complexité de se projeter. Donc, si je ne peux pas me projeter, c'est vachement compliqué d'investir une identité professionnelle, par exemple. Parce que dans
le professionnel, on est constamment en train de se projeter. L'ici et maintenant, il est déjà dépassé. On va plus loin. Donc c'est super compliqué parce que on voit bien que certains qui ont des troubles de l'identité dans la psychose n'arrivent pas à se projeter et donc ont du mal à investir une identité professionnelle durable en tout cas. On voit certains patients qui ont ce type, certaines personnes qui ont ce type de trouble peuvent travailler ponctuellement, momentanément. Mais c'est très compliqué pour eux de rester sur cette dimension, sur une trajectoire durable et sur une trajectoire où je me projette. Voilà. Or, donc, dans l'identité professionnelle, cette dimension, c'est la troisième, c'est la plus importante. C'est en gros, si on avait une caméra à l'intérieur de la tête, on pourrait voir que pratiquement au moment où j'arrive à un endroit, je suis déjà en train de me projeter, probablement, de façon inconsciente, je rajoute, ça c'est la dimension psychologique, sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici, dans l'attente qu'on a vis-à-vis de moi, avec le groupe avec lequel j'ai travaillé éventuellement, mais surtout, est-ce que cette identité professionnelle va être la même dans 3 ans, dans 10 ans, et où est-ce que je serai? Est-ce que j'aurai toujours cette même identité ou pas? Est-ce que je vais me spécialiser ou pas? Enfin voilà. C'est l'ensemble de ces 3 éléments, caractéristiques qui font qu'on peut parler du concept d'identité professionnelle. Ce n'est pas exhaustif là, ce qu'on est en train de dire, mais c'est une lecture. Voilà. Alors, ça, ce sont des éléments qu'on a pu voir. Ce qui est le plus intéressant, c'est le dernier élément sur la diapo, c'est-à-dire un moment, la dimension identificatoire. On y revient un tout petit peu. Si je veux me projeter, comme on disait, avec une trajectoire, quelle qu'elle soit, j'ai besoin de figures identificatoires. C'est-à-dire qu'en fait, même si on ne le dit pas comme ça et aussi concrètement, c'est un moment, j'aimerais être comme elle, ou comme lui, ou comme eux. Et donc, sans ce processus identificatoire, sans cette capacité à se projeter, l'identité professionnelle paraîtrait plus complexe à intégrer. On peut faire des hypothèses aussi sur des gens qui restent extrêmement longtemps, voire toute une vie, sur le même axe professionnel. Une des hypothèses, une des questions serait, est-ce que justement, dans la capacité à se projeter et à la capacité à s'identifier, est-ce que il n'y a pas une défaillance ou quelque chose qui est complexe, en tout cas? Sans parler de défaillance, c'est pas le bon terme, excusez-moi, mais plutôt complexité, c'est-à-dire ça demande beaucoup de maîtrise mentale pour se projeter. Enfin, faut avoir une rigueur, voilà, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Alors, ces éléments-là, désolé, alors parce que je pensais que ça allait être plus aéré, ça ne l'est pas. Ça vous oblige un peu à bosser là. Alors, l'intérêt dans des facteurs qu'on a pu isoler. C'est pas exhaustif là encore une fois. Hein. Il faut le premier facteur, c'est ce qu'on vous met, c'est-à-dire je dois pouvoir me définir assez facilement. Tout à l'heure, Patrice, il a commencé en se présentant, et il a repris des éléments, il a expliqué ce que tu faisais et ainsi de suite. C'est une définition. On donne un cadre, on pourrait dire, à ce qu'on fait. Ça permet de délimiter un champ d'action. Voilà. Deuxième axe, c'est si je veux travailler un moment, et notamment au sein de groupes, il faut que je puisse retrouver trouver une homogénéité, hein, c'est-à-dire des gens avec qui je puisse me retrouver, encore une fois, le paradoxe étant, je me sens singulier, bien entendu, mais j'appartiens aussi à un groupe. Ce groupe agit sur moi, moi je peux agir sur lui, c'est toute la notion des influences, mais il n'empêche, un moment, je peux influencer une personne, mais il faut qu'il y ait un minimum d'éléments en commun
en termes de valeurs, en termes, encore une fois, d'éléments de construction autour de nos croyances, tout ça. Voilà. Et le troisième, c'est le plus intéressant, c'est celui qu'on a pu voir, et pour rappel, enfin pour certains, quand on parle des fois des étudiants, quels qu'ils soient, hein, pas qu'en soins infirmiers ou aides-soignants ou autres, des étudiants, c'est-à-dire un apprenant, on pourrait dire. Très vite, ceux qui gèrent, les tuteurs et tout, peuvent des fois se dire « mais c'est incroyable, ça fait à peine 3 semaines, même 15 jours qu'il ou qu'elle est là, et il a déjà intégré les trucs qu'il faudrait pas faire, un jargon, une façon de faire, voilà. » Tout ça, c'est possible aussi parce qu'on a cette dimension de mimétisme. Et quand je construis mon identité, qu'elle soit, on a dit tout à l'heure, personnelle ou professionnelle, je vais être dans des phénomènes de mimétisme. Donc je vais reproduire ce que j'ai vu sans vraiment y donner de sens, juste pour faire comme l'autre, ou les autres, pour commencer cette dimension intégrative au sein du groupe. Voilà. Et donc, c'est pour faire le lien, par exemple, avec la mère et son enfant, le bébé, on revient sur les organisateurs psychiques, l'apparition du sourire. Alors beaucoup de mamans et de papas, quand ils voient leur enfant sourire, se disent « Ah, ça y est, il m'a souri, c'est génial ». Donc en fait, il me reconnaît. Or, si on suit les travaux et le développement la psychologie du développement notamment, ben non, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'enfant, il ne fait que reproduire de façon mimétique, la grimace que font les parents, qu'on appelle le sourire. Et là, c'est parce que l'enfant intègre qu'il y a une reproduction, c'est comme un miroir, que à ce moment-là, le début de l'identité peut également commencer. Donc en gros, s'il n'y a pas de mimétisme, s'il n'y a pas de phénomène d'interaction, s'il n'y a pas de phénomène d'identification, déjà l'identité va avoir a priori un peu de mal à se construire. Si en plus j'intègre un groupe, que je n'arrive pas à être dans le mimétisme avec ce groupe, que j'ai du mal à intégrer ses valeurs et ses croyances, et qu'en plus j'ai un peu de mal à définir ce qu'ils font vraiment, là, je ne peux pas acquérir une identité professionnelle. D'accord ? Et en règle générale, ce qui se passe, eh ben, la personne est exclue du groupe. Soit elle s'exclut, soit elle est exclue. Alors là, elle peut prendre momentanément le rôle singulier, pourquoi pas du bouc émissaire, entre autres, mais en tout cas, sans aller jusque-là, de la personne qui ne répond pas aux attentes du groupe. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur la dimension? Le débat est toujours intéressant sur la construction identitaire individuelle ou collective. C'est toujours compliqué de dire c'est soit ça, soit ça. Donc on a tendance à faire un peu un métissage. Voilà. Mais parce que probablement il y va de tous ces éléments. C'est-à-dire que dans ma construction identitaire, oui, il y a moi, mais il y a les autres. Voilà. Et là, pour faire un lien avec la psychologie sociale, pour le coup, qu'on va retrouver en anthropologie, notamment avec le concept du don et du contre-don. Quand la psychologie sociale est née parce que la psychologie seule ne peut pas expliquer le comportement individuel et la sociologie seule ne peut pas expliquer le comportement groupal. Donc on a fait la psychologie sociale. Et donc on est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que dans l'identité, il est nécessairement en question de l'individu, ça c'est incontournable, c'est central, mais cet individu sans le groupe, c'est compliqué. Et tout à l'heure, Isabelle, tu parlais de la personne sur une île, finalement, est-ce qu'elle peut construire une identité? Alors oui, on pourrait dire une identité la sienne, tout à fait, avec ses perceptions liées à l'environnement, mais peut-être qu'il y aura des manques, puisque on est vraiment là-dessus à peu près certain que l'influence groupale, qu'elle soit parentale, puis
tout ce qui correspond à la socialisation primaire et secondaire. Hein. On passe de la famille à l'école, en passant ensuite par les colonies, le sport, les différents groupes qu'on va intégrer jusqu'à la dimension professionnelle. On sait que c'est constamment un aller-retour entre l'individu, le collectif, l'individu. Voilà. À certains moments, on peut s'en défaire, on peut être plus individualiste, on pourrait dire, ou carrément dans de la collectivité, mais les uns et les autres se répondent constamment. Et donc, pour terminer, la dimension du processus identificatoire qui va permettre cette construction et cette identité professionnelle, c'est constamment mouvant. C'est-à-dire que ce n'est jamais figé. On pourrait le penser, on pourrait même voir ou définir, mais ce que l'on voit de la personne, c'est pas ce qui se passe nécessairement dans sa tête et dans ses projections. Et c'est bien parce que à un moment, cet individu traverse le groupe qu'il va être plus efficace. Parce que c'est l'idée que le groupe, même s'il peut créer des freins à l'individu, on est d'accord, même si ça peut être aliénant, c'est bien souvent parce qu'on a traversé des groupes qu'à un moment, notre identité, elle a pu se construire et se solidifier, hein, on pourrait dire. Après, toute la question, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, c'est comment est-ce qu'on peut déconstruire ensuite une identité, oui, alors qu'elle soit professionnelle ou même... alors on a quelques bribes de réponses hein, sur la pathologie, par exemple, des choses comme ça. Mais est-ce qu'un groupe pourrait abandonner une forme d'identité pour une autre identité professionnelle, hein, pourquoi pas. Ça pose toujours un petit peu question et ça crée des nouveaux concepts.